Salut Jérôme. Bonjour. Innovorder, c'est la startup que tu as créée il y a 12 ans maintenant, 2014. Vous étiez trois cofondateurs, vous êtes toujours Tout à fait. trois cofondateurs à la tête d'Innovorder. J'avoue que j'ai découvert ton dossier voilà, il y a quelques semaines, je ne connaissais pas, merci à Alexis Bollard qui nous met en relation. Donc vous êtes 80 people, tu es une plateforme SaaS, tu digitalises un secteur qui en a bien besoin, celui de la restauration. Alors, c'est pas le resto du coin, hein. Là, on a reçu d'ailleurs plusieurs SaaS là-dessus ces dernières années sur Tech 45. Quand je dis petit resto du coin, voilà, c'est le truc indépendant où on va manger un bœuf bourguignon ou une pizza. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt des grandes chaînes privées et publiques, on va le voir. Donc, tu vas gérer quantité de choses, la caisse, des bandes de commandes, la prise de commande en ligne, les cuisines, le paiement, la fidélité, etc. J'ai etc. C'est déjà pas mal, mais tu vas nous expliquer tout ça dans un instant. Tu bosses avec de grands noms, donc des chaînes plus ou moins indépendantes, Bagelstein, Amorino cette saison, mais aussi les géants de la restauration collective, tous ou presque. Hein. Tu as les plus gros, Elior, Sodexo, Compass, qui est un géant mondial aussi. Tu es rentable depuis 2 ans maintenant. Tu faisais une dizaine de millions d'ARR, donc de chiffre d'affaires annualisé en 2025. Tu es parti pour une quinzaine de millions cette année, 40% de croissance tous les ans et rentable effectivement depuis quelques temps maintenant, quelques trimestres. Tu viens de lever 20 millions d'euros, donc c'est un peu la croche d'actu qu'on a décidé, toi et moi, pour fabriquer cet épisode. Il y a plein de trucs à voir ensemble sur ton début d'internationalisation, puisque tu fais 95% aujourd'hui de ton business dans les frontières françaises, mais que tu commences à avoir un pied en Méditerranée, au Maghreb, etc. Et donc, quelle est la suite? Et puis, parler d'IA, évidemment, parce que ta solution aussi est boostée à l'intelligence artificielle, avec une transformation pour toi et surtout tes clients. Est-ce qu'il y a une résistance là au changement? Intéressant de creuser ça avec toi. Est-ce que c'est en cuisine? Est-ce que c'est le gérant? Est-ce que c'est celui qui gère j'en sais rien moi, la caisse, etc. Tout ça, ça me titille. En tout cas, ça me passionne. Ton parcours, Jérôme, tu faisais quoi avant de lancer, il y a maintenant donc 12 ans de cela, Innovorder? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je suis ravi de pouvoir aborder tous ces sujets avec toi et ravi de partager mon expérience. Moi, j'ai créé Innovorder assez jeune, puisqu'il y a 12 ans, effectivement, je l'ai créé, j'avais 22 ans. Ok. Et l'idée, j'avais même Tu eu. sors d'école, tu fais J'étais quoi? en année de césure. Même Ok. pour être plus précis, l'idée, je l'ai eu 2 ans auparavant, dans un stage de première année d'école. Et en fait, j'étais avec mon meilleur ami Romain, qui est devenu mon associé et qui est toujours mon associé ensuite. On était en stage à Shanghai, dans un domaine aucun rapport. Et en fait, c'est en allant dans C'est quoi le domaine aucun rapport? On était dans la vente de briquets Ok. à Shanghai, donc une entreprise française. Seb? Pas Seb, non, mais Non. Bic? pas Bic, Non. non, Ok, ok, ok. le concurrent, justement. D'accord. C'est qui le concurrent de Bic? Dis-moi. Qui s'appelait Polyflamme. Ok. Et Ça la marque marche. connue, c'est Prof de briquet, D'accord. qui est un peu moins connu que Bic, mais qui est quand Ok. même grosse part de marché. Et donc, ils ont des bureaux en Chine, on travaillait là-dedans. Bon, c'était un stage de quelques mois. Et en fait, en parallèle avec Romain, on connaissait bien la restauration dans des jobs étudiants. Et on était à Shanghai à l'époque en 2011. Et on arrive dans un restaurant et un serveur arrive, nous propose une tablette pour voir le menu, voir les photos, pas encore passer commande. Et on se dit, mais en fait, c'est génial. C'est l'avenir de la restauration de moderniser le parcours de commande comme ça. Et donc, on est rentré quelques mois plus tard. On a fait tous nos projets étudiants là-dessus. Et on a rencontré des centaines de restaurateurs. On a fait du porte-à-porte. On a été les voir, comprendre leur métier. Et donc, 2 ans plus tard, c'est comme ça qu'on a abouti à la création d'Innovorder en année de césure. En fait, j'ai fait mon stage de césure sur un projet entrepreneurial pour me laisser quelques mois et voir si ça pouvait marcher ou pas. Tu sortais de quelle école? C'est quoi ta formation là? J'étais à HEC, Ok. école de commerce. En toute simplicité. Non, mais c'est incroyable le nombre de. C'est pas que vous êtes moins nombreux, mais heureusement, il y a les autres écoles qui ont réussi à placer, on les voit ici, hein, des X, des Centraliens, évidemment les écoles d'ingénieurs, etc. Mais toi, enfin, HEC, vous êtes combien à la part promo maintenant avoir lancé des boîtes, qu'on levait des millions, etc. C'est incroyable, non? Effectivement, je C'est ne des centaines, saurais pas dire le chiffre, voire des mais, milliers quoi, sur 30 ans. Quoi. mais c'est une école qui incite énormément, qui pousse beaucoup à la création d'entreprise et qui favorise. Donc voilà, après, naturellement, il y en a beaucoup qui se Toi, c'était lancent, quoi? C'était le master entrepreneur? Enfin, c'était quel Alors j'ai fait le master entrepreneur après du coup parce que j'ai Ok. créé en année de césure Oui, et oui. j'ai effectivement fait le master entrepreneur en 2015 et donc à Ok. ce moment-là Innovorder c'était déjà une quinzaine de salariés, déjà un petit peu d'argent levé, 500 000 euros de chiffre d'affaires environ, donc j'ai fait le master entrepreneur mais disons que j'étais déjà Limite
en mode MBA, quoi. Enfin, en mode Voilà, j'étais déjà perfectionné, entrepreneur. tu avais déjà les mains dans le cambouis, quoi. Bah, il fallait que je finisse mes études. J'avais pas Bien le choix, sûr. hein, parce que j'allais pas non plus Ah prendre bah le si, risque. t'aurais pu drop out, t'aurais pu... J'aurais pu, mais Ok. HEC a été assez conciliant et on a réussi à créer un parcours adapté, qui d'ailleurs je crois existe encore, mais à l'époque j'étais le premier étudiant pour lequel HEC avait adapté la dernière année d'école pour les cas qui étaient très rares à l'époque, mais qui sont beaucoup moins aujourd'hui, de ce qu'on appelle aujourd'hui étudiant-entrepreneur, c'est-à-dire d'être à la fois étudiant et en même temps d'être chef d'entreprise. Bon, ça ressemble à quoi au début? Là, tu viens de me le dire, voilà, c'est un peu le storytelling, et voilà, je te crois sur parole, mais Mm. le premier produit, il arrive quand? Mm. Et tu signes avec qui? Ouais, bah déjà les 2 premières années, 2012-2014, avant la création, c'est pas de produit et c'est pas du storytelling, c'est une vraie histoire. Avec mon associé Romain, on avait fait une sorte de prototype sur PowerPoint qu'on mettait sur tablette. Et quand on allait voir les restaurateurs qu'on démarchait, évidemment il n'y avait pas de produit et on n'était pas crédible, on était assez jeunes. On leur disait qu'on travaillait pour une société américaine qui avait développé un logiciel super moderne, hyper innovant, que ça cartonnait aux États-Unis, que ça arrivait en France et qu'on était commerciaux dans cette entreprise. Et comme ça permettait de parler et de tester l'appétence, de tester des prix. Est-ce qu'on était reçu, oui, non? Est-ce qu'on arrivait à remonter les personnes parce que parfois on avait juste parlé au serveur, et est-ce qu'on arrivait à remonter au manager, puis au directeur, etc., etc. Donc pendant 2 ans, ça a été comme ça. Et c'est comme ça qu'on a vraiment, je pense, affiné Pendant notre 2 ans, t'as connaissance. bullshité comme ça, là? On avait nos Ah, études en Ça devait parallèle. être long, quoi. On avait nos études en parallèle, donc c'était Mais la personne qui dit, bah tiens, ok, ça m'intéresse, on signe où, je veux 10 tablettes. Ouais, ça arrivait un petit peu. Ouais. Après, Là, ça tu allait, gagnais du temps, bon, voilà, on vient ouais. vers vous, Ouais. tu reviens pas vers lui. Quoi. C'est un peu ça l'idée, mais c'est ça qui nous a Énorme. motivé à Ouais. créer l'entreprise. Parce qu'en fait, avec Romain, on s'est dit, mais en fait, on tient quelque chose. En fait, on est vraiment reçu, on est crédible. Tu l'avais déjà Et, raconté cette anecdote ou pas? J'avais pas tant que ça, non, parce Pas que tant j'ai que pas ça. fait beaucoup de presse non plus. Ok, Donc, ok. je pense que c'est la première fois que je la raconte. Génial. que Bon, je la bah, raconte c'est bien, tu commences par la fin. en Alors, public. Tu commences par les questions de la fin. C'est ça, exactement. Et effectivement, ça fait partie de notre histoire. Et après, ça nous a donné envie. Et je pense que de ça, on a retenu quelque chose qui est toujours extrêmement présent chez nous, les fondateurs, mais chez toute l'entreprise et toutes les équipes InnovOrder. C'est une dimension très forte de terrain. On travaille pour des restaurateurs et les restaurateurs, ils sont où? Ils sont dans leur restaurant. Et donc, c'est d'aller les voir en permanence. Et j'ai un exemple là-dessus qui est resté 12 ans plus tard. On déploie parfois jusqu'à une centaine de restaurants par mois, ce qui est beaucoup dans notre industrie. Et ben 100% des restaurants qu'on déploie, il y a toujours un collaborateur InnovOrder, salarié InnovOrder, qui est là le jour de l'ouverture, sur site. Ça peut être partout en France, même en dehors de France. On va se déplacer pour être à son contact, créer du lien, prendre les besoins. Et ça, on l'a gardé. Et je pense que c'est une grande force aujourd'hui de l'entreprise, de cette époque où on avait cette approche extrêmement terrain. Et 12 ans après, tu gères 1% des commandes faites en France. Alors voilà, c'est vrai que c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Une commande sur 100 qui est faite chaque jour en France dans un restaurant est traitée par InnovOrder. Et donc parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a un grand nombre qui utilisent InnovOrder tous les jours sans le savoir. Quand vous commandez dans votre restaurant préféré, que vous faites livrer, que vous allez en bas de votre bureau, si vous avez une cantine d'entreprise, il y a de très fortes chances que ce soit InnovOrder. On équipe des hôpitaux, on équipe des ministères, on équipe des mairies, on équipe des prisons aussi, alors pour les personnels, hein, pas pour les détenus. Donc on a tout un tas de clients différents. Et donc effectivement, une commande sur 100 et un Français sur 50 qui utilise régulièrement InnovOrder. Alors, en prison, ouais, c'est pas le même système pour les détenus et pour les employés. Nous, on ne gère pas pour les détenus. Ok. Nous, ce qu'on gère, c'est pour les personnels pénitentiaires. Bon, le premier produit, c'est quoi? Alors, tu m'as pas répondu, tes revenus, c'est très sympa et très intéressant sur la genèse. Donc, quand tu vas te lancer en 2014 et quand c'est plus un vrai faux PDF d'une boîte américaine qui n'existe pas, qu'est-ce que tu leur vends? Ouais. C'est quoi le tout premier, enfin la porte d'entrée là? Sachant que tu nous l'as dit là, tu dis ouais, on a vu des centaines de restaurateurs, on est sur le terrain et tout, sauf que pour signer une gendarmerie, Sodexo ou je sais pas qui, c'est pas aller voir Jean Mich en place de la République, quoi. C'est des cycles super longs, voilà. Alors, on n'a pas commencé par ça, on a commencé par des plus petits, forcément. Par les indépendants? Par les indépendants, Okay. des petites chaînes pour commencer. Okay. Et en fait, dans le premier produit, tu verras, très similaire et très différent à ce qu'il est aujourd'hui. En fait, notre idée de base, qui a changé après, c'était de mettre des tables tactiles dans les restaurants. C'est-à-dire que tu arrivais dans un restaurant et en fait, ta table avait un écran tactile dessus et tu pouvais commander dessus. Sur chaque table, il y avait une tablette. C'était l'idée de base, Okay. effectivement. Et en fait, on a commencé comme ça. On avait fait des prototypes justement en Chine, avec nos stages en Chine, de produits. Alors, c'est pas encore industrialisé, évidemment. On a eu pas mal de rendez-vous. On avait été jusqu'à convaincre le PDG de Courtepaille, qui était à l'époque une grande chaîne, maintenant ça
un peu perdu de restauration de tester ça. Et en fait, en 2015, donc un an après la création, on a fait un voyage qui a été fondateur. C'est qu'on avait une entreprise américaine qui faisait exactement ça, rendre chaque table tactile pour les restaurants, et qui avait à l'époque levé 30 millions de dollars et qui faisait énormément parler d'elle en succès. Et en fait, on voulait aller comprendre ce qui se passait. Et avec mon associé Romain, on a pris un billet d'avion, on a été à San Francisco. On a tapé à la porte du dirigeant qui ne répondait pas à nos mails, et on a réussi à être reçu par lui et ses équipes, et on a passé une journée entière dans ses bureaux pour essayer de comprendre le business. Et en fait, bon, je te fais une longue histoire courte, on a compris en passant une journée avec eux que derrière le marketing qui pouvait exister, ça marchait pas du tout, il y avait que des problèmes opérationnels, ils étaient en train de se planter lamentablement, et on est revenu en France de ce voyage, et on s'est dit les tables tactiles, c'est pas la bonne approche, c'est pas ça qui va marcher pour plein de raisons. Ce qui va marcher, c'est de digitaliser le parcours de commande de manière complète, ce qu'on fait aujourd'hui, en passant par les bornes de commande pour la restauration rapide, les systèmes de click and collect sur le téléphone, à l'époque c'était le début des smartphones et tout ça, les systèmes de livraison, c'était avant Uber Eats et Deliveroo qu'on a sorti des systèmes de livraison pour les restaurateurs, et le système de caisse qui va venir centraliser toutes ces commandes. Donc en fait, on a vraiment pivoté en 2015 grâce à ce voyage à San Francisco qu'on avait improvisé. Incroyable. Tu allé voir ceux qui semblaient cartonner sur un truc qui, moi, bon, pour le coup, j'aurais pas mis 1 euro là-dessus, parce que je me dis, la galère, même si tu trouves des tablettes chinoises à 190 euros, et peut-être que c'est pas évident d'ailleurs, à l'époque, ouais, c'est tout un boxon versus, quelques années après, un QR code sur lequel voilà, tu vas flasher et avoir sur ton téléphone le menu, voir pourquoi pas déjà commander. Enfin, Ouais. aujourd'hui, tu fais ça même McDo, tu vois, tout Exactement. simplement. Le service à table, t'as plus besoin d'aller au comptoir, même à la borne. Tu fais ça sur un QR code Ouais. sur ta place, quoi. Ouais, c'était l'ancêtre. Ouais. Ça résolvait un vrai problème, mais c'était pas la bonne solution. Ouais. Et l'émergence des technologies progressivement a permis d'apporter une solution viable pour les restaurateurs. Après, je le dis de manière comme ça, basique et tout, mais toi, tu as vu toutes les étapes. Tu as vu tes concurrents, ou enfin des gens sur des plais un peu différents. On pense à des Zen Chefs, etc., qui sont venus avant toi. Et puis, il y en a plein d'autres. Sunday aussi, qu'on avait invité. Tout le monde a eu un peu son ICP, enfin son portrait client robot, des produits aussi parfois très très différents. Tu as quand même une offre de produits assez large, mais surtout c'est là où je voulais en venir. Face à toi, des restaurateurs, enfin ça fait partie des professions qui ont eu le plus de mal, j'ai l'impression, même si ça les a beaucoup aidés quand ils ont franchi le Rubicon, à se digitaliser. Ça fait quand même 10-15 ans que j'en entends parler, quoi. Apparemment, c'était painful, quoi. C'est jamais facile de réinventer son business, mais le métier de restaurateur, c'est un métier qui est très compliqué, et on demande toujours plus à des restaurateurs qui, autrefois, si on caricature, il y a 15 ans, il suffisait de bien faire à manger et globalement, ça marchait. Aujourd'hui, les restaurateurs, ils sont sur la ligne de crête de toutes les fractures ou problématiques qui peuvent exister dans la société. Il y a une guerre quelque part, augmentation des matières premières, il y a des grèves, il y a une canicule, les restaurants se vident, il pleut, les restaurants se vident, il y a du télétravail, les restaurants se vident, il y a des pénuries de personnel terribles, l'augmentation des charges encore récente sur les bas salaires qui vient d'être votée il y a quelques semaines au Parlement. Toutes ces fractures, les restaurateurs se prennent de plein fouet. C'est un des métiers les plus durs. Franchement, moi, demain, je change de truc. C'est le dernier job, je pense, que je ferai. Pour moi, c'est hyper compliqué, quoi. C'est un métier passion. Avec entrepreneur, quoique on peut être entrepreneur-restaurateur, on peut faire les deux. C'est un des trucs les plus casse-tête, on est d'accord. C'est un métier qui est extrêmement exigeant. Et justement, ces restaurateurs, ils se réinventent en permanence de manière assez extraordinaire. Et moi, au contraire, je trouve qu'ils ont pris le pli de la digitalisation de manière extrêmement agile et rapide. Quand on voit un restaurant aujourd'hui, et par rapport à il y a 10 ans, et j'ai vécu ça parce que j'y étais, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est tout à fait naturel qu'un restaurateur ait une caisse moderne, fasse du Deliveroo Uber Eats, ait un programme de fidélité, installe des bornes de commande, des QR codes, étende ses horaires d'ouverture, etc. Il y a 10 ans, il n'y a rien de tout ça qui existait. 10 ans plus tard, c'est une évidence. Les restaurateurs s'adaptent, je trouve, extrêmement bien. Après, il reste beaucoup à faire. Ça ne s'arrête jamais. Mais au contraire, c'est une profession très résiliente. Donc, tu es très fort, on l'a dit, sur la restauration collective. Donc, les cantines entreprises, hôpitaux, écoles, etc. C'est quand même 22 milliards, ce marché, rien qu'en Europe. Beaucoup tournent encore sur quand même des logiciels un peu poussiéreux, on va le dire gentiment. Quand Sodexo, Elior bossent avec toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui n'était pas possible avant? En quoi tu leur facilites la vie, là? Prends un ou deux use cases, s'il te plaît. Je pense qu'on rend simple la complexité opérationnelle. Tout ce que je viens de citer, c'est qu'un restaurant aujourd'hui, il doit
avoir tout un tas de canaux de vente différents. Donc je le réexplique, mais c'est plus une vente que je vais au comptoir, je commande auprès d'un caissier. C'est que je dois commander auprès d'un caissier, sur une borne, sur une commande en ligne, en livraison, sur tout un tas de modes de consommation. Je veux manger sur place, je veux manger à emporter, je veux me faire livrer, je veux faire du drive, je veux commander dans ma salle de réunion. J'ai, troisième complexité, un grand nombre de points de vente. J'ai des centaines, voire des milliers de points de vente qui ont tous chacun des règles métiers spécifiques. Ils ont des menus différents, des horaires d'ouverture différents, des droits utilisateurs différents. Donc il y a des dizaines et des dizaines de paramètres comme ça. Et donc toute cette complexité opérationnelle qui sert à faire tourner un restaurant et à convaincre des clients de venir manger chez eux, notre logiciel, on essaye en tout cas, de rendre ça simple, facile à utiliser. Et derrière ça, la proposition de valeur pour nos clients, c'est de les aider à augmenter leur chiffre d'affaires, parce que plus de canaux de vente, meilleur parcours de vente, meilleure expérience client, d'améliorer la productivité de leurs équipes. Ils passent beaucoup moins de temps à faire des tâches manuelles, on automatise énormément, et in fine, améliorer l'expérience en point de vente qui va venir faire gagner des parts de marché. Tu es rentable depuis 2 bonnes années maintenant. Ouais. Pas du tout bootstrap, hein, parce que tu as levé pas mal d'argent. À nouveau récemment. Au total, vous avez levé combien? 25, 30? Alors, c'est en 2 fois, mais voilà, on avait levé 10 millions d'euros en 2019 pour investir dans la croissance. Et en 2023, un peu contraint, mais en même temps, moi, ça m'allait très bien. On a pris la décision de devenir rentable. Et c'est vrai que, pour partager quelque chose d'un peu personnel, moi, c'est là-dessus que je me suis retrouvé en tant qu'entrepreneur, parce que j'adore la croissance, je suis drivé par la croissance, mais la croissance saine, rentable, et cette période à laquelle on a tous participé, et voilà, on a joué le jeu à ce moment-là, où il fallait grandir, peu importe les chiffres en bas de page, moi, elle me convenait pas tout à fait, et en fait, depuis que maintenant le marché impose, j'ai envie de dire, une croissance saine et rentable, je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans, et donc depuis 2023, on a pris cette décision, on est devenu rentable tout début 2024, et là, cette année, on fait quasiment 40% de croissance avec une entreprise qui est très rentable, et je pense qu'on a gagné beaucoup en efficacité opérationnelle, on a retrouvé du sens, on est beaucoup plus proche de nos clients et ça nous convient bien mieux. Et donc effectivement, pour répondre à ta question, on a levé 20 millions d'euros il y a quelques jours, on vient de l'annoncer, et cet argent il sert à la fois à offrir de la liquidité à des investisseurs historiques qui étaient rentrés en 2019 ou un petit peu avant et qui, comme un fonds d'investissement, a besoin de sortir au bout de 7 ans, donc c'est naturel, et à la fois d'injecter dans l'entreprise de l'argent pour avoir des moyens supplémentaires. Et cet argent, il va servir principalement à faire de la croissance externe, des acquisitions, puisque jamais on reviendra dans une situation où on perd de l'argent. La société est rentable, elle le restera, ça c'est non négociable. Donc cet argent, il va servir à financer des opérations de croissance externe. Bon, on va y revenir avec plaisir. Donc, ouais, tu dis, et c'est bien, tout est en honneur, parce que souvent, vous êtes les entrepreneurs assez peu transparents, on va le dire, gentiment. Donc, toi, tu distilles. Alors, d'ailleurs, tu n'as pas dit, c'est quoi? C'est du 80-20? C'est quoi de la partie cash out? Donc, je vends les actions existantes. Et du coup, l'argent, il va à ces gens-là, il va pas dans ta boîte. Et versus l'augmentation de capital classique, une AK qui se traduit par je lève des fonds. Et là, pour le coup, ça va, hop, sur ton compte en banque pour la faire quoi. C'est environ 60-40, 60 pour les investisseurs, pour le cash-out des investisseurs historiques, 40 en cash-in. Après, il y a aussi des enveloppes supplémentaires de cash-in pour financer des croissances futures, mais celles-là, elles ne sont pas certaines, elles ne sont pas comprises dans les 20 millions. Mais donc, on a un pool d'investisseurs qui seraient, évidemment, si l'opportunité se présente, capables de réinvestir pour financer des opérations ultérieures. Donc, en new money, c'est quand même 7-8 millions d'euros. Ouais, c'est ça l'ordre de grandeur. Ok. Tu dis donc c'est pour potentiellement faire du build-up, ce qu'on appelle du build-up, donc croissance, acquisition. Il y a des acteurs, c'est que tu as des acteurs face à toi qui vont pas bien, ou tu dis tiens, eux, peut-être qu'ils sont arrivés au bout d'un cycle, ou c'est une brique qu'on n'a pas, qu'on serait ravi d'intégrer. C'est quoi, ou c'est pas encore écrit la strat là? Alors, il y a des choses qui sont en train d'être écrites, ou évidemment auxquelles on a réfléchi. Je ne peux pas tout partager forcément, mais disons que les grands domaines qu'on va regarder, c'est soit des briques complémentaires qui vont venir enrichir notre solution et renforcer notre proposition de valeur. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est sur des marchés qu'on n'adresse pas encore. En fait, il y a énormément de sous-segments dans la restauration qu'on n'adresse pas forcément, mais aujourd'hui, on est par exemple très présent sur la restauration rapide, la restauration collective, mais par exemple moins dans la restauration de camping. On commence à être présent sur les boulangeries, mais c'est un marché qu'on adresse peu. Donc, pour augmenter en fait notre empreinte en termes de marché de la restauration. Et le troisième axe, qui est peut-être le plus important, c'est l'empreinte géographique. Aujourd'hui, on est principalement en France. On a des clients français ou en France qui nous demandent de les accompagner à l'international. Mais si à un moment on veut accélérer et faire ce qu'on veut faire, un vrai leader européen de la restauration, ça passera inévitablement, un jour ou l'autre, par une acquisition importante en Europe. Quand tu dis boulangerie, c'est pareil, j'imagine c'est le même play, c'est pas la petite boulangerie indépendante du coin de la rue, c'est genre direct Marie Blachère, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est les chaînes. Nous, ce qu'on va opérer, c'est la complexité. En fait, nous, notre cible de client, notre ICP, tu en parlais, c'est un restaurant qui a des opérations complexes. Opérations complexes, ça veut dire souvent beaucoup de points de vente, très souvent. Ça peut être des flux très importants et ça peut être des modes de fonctionnement opérationnel très, très complexes. Je vais donner un exemple, c'est pas forcément des chaînes. On a beaucoup de food court qui sont clients chez nous. C'est pas des chaînes, mais il peut y avoir 20-30 restaurants dans le même food court. Ça, c'est quelque chose, un segment sur lequel on est très leader parce qu'on arrive justement très bien à gérer cette complexité. C'est pas forcément des chaînes. On déploie aussi cet été, à partir de cet été, un groupe qui parlera peut-être à beaucoup de vacanciers qui vont partir en vacances cet été. C'est Corsica Ferries. C'est l'entreprise qui fait les ferries entre la France, la Corse, l'Espagne et l'Italie. Il y a 60-70 restaurants sur ces ferries. C'est pas une chaîne à proprement parler, mais ils ont un besoin assez fort de digitaliser leurs opérations. Bah, typiquement, c'est un client qu'on va déployer là à partir de cet été. Tu prends l'exemple des foot courtes qui sont en train de revenir en force, là. Je pense à une de France, il y a Bill Toki, c'est ça? Mais Par exemple. il y en a plusieurs. Ouais. Et donc, tu sembles dire, enfin, moi, je le découvre en t'écoutant, que ouais, ça peut être des indépendants. Ça peut être le couscous, le boucher, j'en sais rien, qui va faire la pièce de bœuf avec frites, voilà. Restauration italienne, espagnole, que sais-je. Et donc, en fait, toi, tu vas signer avec le réseau, on va dire un peu comme une foncière, je sais pas, le Unibail, le Clépierre. Et après, lui, il va mettre à disposition de ses commerçants, indépendants ou pas, mais très souvent indépendants, ton logiciel, tes logiciels, ta solution. Alors, les deux coexistent. En fait, il n'y a pas de règle, ça dépend. Chaque food court a ses modèles. Ok. Parfois, c'est l'opérateur qui va opérer l'ensemble sous ses marques ou des marques sous licence ou autre. Parfois, c'est chaque restaurant qui va être indépendant. Les deux peuvent exister, mais ça, c'est pareil. Chaque cas d'usage a ses complexités propres et que nous, on va savoir gérer via notre logiciel. Tu es sur un rythme donc de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé. Cette année, donc. Tu l'as dit un peu simplement avec le sourire, mais bon, beaucoup plus difficile, j'imagine, à faire qu'à dire. Depuis 2023, le marché, comme tu as dit, pour vous comme pour tout le monde, tes concurrents et tous les autres secteurs, vous a dit halte à la croissance folle. Tout le monde break-even, donc on est rentable, EBITDA neutre, voire positif à la fin de l'année. Et si on peut sortir en plus du résultat, c'est encore mieux. On réinvestit ou pas, mais peu importe. Enfin, oui, vous n'êtes pas là pour verser des dividendes, hein, ce n'est pas le principe d'une start-up, mais qu'on peut mettre notamment au profit, c'est vrai, d'une acquisition demain. Sauf que voilà, délivrer cette croissance plus qu'à deux chiffres, tu vois, à 40%, c'est quand même énorme pour une boîte qui a une dizaine d'années, donc qui n'est pas toute neuve, et cette rentabilité. Ça a été quoi la secret sauce pour ceux qui t'écoutent? Et généralement, c'est pas fromage ou dessert, quoi. Il faut choisir. Trop souvent, on est en forte croissance, on crame, notamment l'argent des fonds, ou on est une boîte rentable, mais plutôt pépère, et on a plutôt un track de PME, ou peut-être un jour ETI, mais plus vraiment start-up, quoi. Comment toi, tu conjugues les deux? En fait, la secret sauce, je pense, c'est le déclic en 2023 et 2023 de se dire il faut être rentable, mais on lâche rien de notre ambition et un alignement parfait au sein des équipes, mes associés évidemment déjà, et mon codir et l'ensemble des équipes InnoVorder. On a été extrêmement transparent sur la situation, extrêmement transparent sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on devait faire. On a construit le plan d'action ensemble et sans jamais perdre de vue cette ambition ou sacrifier quelconque ambition sur l'aune de la rentabilité. Et après, c'est une rigueur assez forte sur le suivi du plan d'action. Donc évidemment, pour passer d'une entreprise qui perdait de l'argent à une entreprise qui en gagne sans sacrifier la croissance, il ne faut rien laisser au hasard. Donc on a construit un plan d'action qui était protéiforme, à la fois augmenter les prix, sacrifier les clients pas rentables, sacrifier les projets pas rentables, se réorganiser. On a supprimé une couche de management qui n'était pas utile, en tout cas plus utile pour notre fonctionnement actuel. Et assez vite, en fait, on est devenu rentable. Assez vite, on a eu des résultats positifs. Et en se recentrant sur les équipes d'un côté et les clients de l'autre, inévitablement, ça produit des résultats puisqu'on a des équipes plus engagées, plus performantes, des clients qui sont davantage écoutés. Et après, on avait, je pense, quand même des fondamentaux solides. On est sur un bon produit avec des besoins marché. Mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'on l'a abordé. L'IA, comment ce virage, toi, tu l'as abordé là, depuis 1 an et demi, 2 ans? Ouais. C'est important pour vous? C'est anecdotique? Comment tu dirais? Alors, c'est essentiel et je pense qu'on a été, mais c'est un peu dur de dire ça parce que voilà, mais un peu précurseur. Dès 2021, on a sorti un produit IA qui est très déployé et dans les cantines d'entreprise, peut-être que si beaucoup de vos éditeurs l'utilisent au quotidien, c'est dans les selfs d'entreprise. Tout le monde a déjà fait un self, on a un plateau et après on doit faire la queue derrière pour aller voir un caissier ou une caissière et on attend parfois 10-15 minutes debout, on mange froid, bref c'est pas agréable. On a développé depuis 2021 une borne qui prend en photo le plateau et qui va avec une IA scanner ce qu'il y a sur le plateau,
reconnaître ce qu'il y a sur le plateau et ensuite vous auto-encaisser. Ce qui est assez difficile parce que les menus changent tous les jours, on prend un poisson frite, parfois c'est fait différemment. Donc elle va savoir que c'est 9,80 ou 12,30 €. Elle va vous dire en fait. Avec une marge d'erreur proche de 0, quoi. 99% de taux de reconnaissance aujourd'hui. Alors au début on n'était pas 99%, mais aujourd'hui on en est là. Tu as pris une pomme, un risotto cèpe et des carottes râpées en entrée. Exactement. Et une petite badoie. Exactement. Okay. Ça reconnaît tout, en fait, toutes les complexités. J'imagine qu'il y a du monde là-dessus quand même, vous ne devez pas être tout seul. Mais tu dis que vous étiez pionnier en 2021. On était de très très loin les premiers. Tu as équipé qui, tu dis là-dessus? Des gros réseaux? Sodexo, Elior, ça fait du monde, des grosses entreprises. Ça fait des millions de gens là. Tu as une idée des gens que tu sers au quotidien, tout contrat confondu? C'est des millions. Des millions? Des millions, ouais. Okay. Clairement, ouais. Okay. Clairement des millions. Et ça ne fait que grandir. Et donc on a commencé par ça. Mais c'est pas ta techno propre, ça? Ça, c'est sur étagère, c'est déjà. C'est un mix. Ça fait 25 ans qu'on clique sur les. Rappelle-moi là, sur Google, là, les CAPTCHA et compagnie. Oui. Ça a dû t'aider, ça. Ça a dû vous aider. On a des partenaires technologiques, et effectivement, mais à la fin, c'est nous qui portons la technologie, qui l'avons mis à disposition sur le marché, qui l'opérons au quotidien. Après, sur certaines briques très spécifiques, algorithmiques, on a des partenaires technologiques, mais ce qui est logique, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Mais en tout cas, on a mis à disposition cette technologie. Bref, ça, c'est ce qu'on a lancé dès 2021. Et après, à partir de 2023, on a commencé à opérer une transformation IA très forte qui s'est considérablement accélérée il y a 16 ou 15 mois. J'ai eu la chance d'être invité par Stripe, que je pense que tout le monde connaît et qui est un de nos fournisseurs, au ce qu'on appelle les Stripe Sessions à San Francisco. Donc, gérant du paiement européen, mais maintenant quasiment américain. C'est américain. Non, c'est américain, Stripe. Ah, c'est américain. Ouais. Okay. C'est pas parti d'Irlande au départ? Ils ont leur bureau européen en Irlande, mais c'est une entreprise américaine. Ok, autant pour moi. Et donc, ils font ce qu'on appelle leur Stripe Sessions tous les ans à San Francisco. Et alors, ils nous ont invités, ils te payent l'hôtel et tout ça. Et pendant 3 jours, tu as une conférence avec 10 000 personnes, quasiment tous des CEO du monde entier, gros clients Stripe. Et la conférence, c'est 3 jours intenses. Il y a Mark Zuckerberg, il y a le fondateur de Cursor, le CPO d'OpenAI, etc., etc. Et donc là, en fait, je me suis pris une énorme claque. En fait, j'ai passé une semaine à San Francisco et j'ai mesuré, sans rentrer dans les caricatures ou les idées reçues, l'écart qui pouvait exister entre la manière de percevoir l'IA en France et ce qui se passait à San Francisco. Là où en France, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a 1 an et demi, c'était un petit peu théorique, c'est sympa pour rédiger ses mails et tout ça. Là-bas, en fait, ils en parlaient comme déjà quelque chose qu'ils utilisaient au quotidien dans toutes leurs opérations avec des résultats concrets. Et je suis rentré de ce voyage et je me suis dit, en fait, on n'a pas le choix. Il faut se transformer de A à Z. Et un peu comme quand en 2023, on a fait une conduite du changement très profonde pour passer de la croissance non rentable à la croissance rentable, on a réinventé InnovOrder à l'ère de l'intelligence artificielle. Avec mes associés, ce qu'on s'est dit, c'est si on recrée InnovOrder aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait à l'ère de l'IA? Et vous l'avez fait. Et en fait, c'est très différent. En 5 points, si tu devais le résumer en 5 points, en 60 secondes, ça ressemblerait à quoi? Changement culturel total. Donc, en termes d'équipe, donc chaque manager a comme objectif numéro 1 sa transformation IA de son pôle. Les personnes, on a recruté une dizaine de chefs de projet IA qui sont des gens IA natifs qui viennent transformer et automatiser beaucoup de choses en interne. Donc voilà, conduite, changement culturel, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est automatisation interne obligatoire de tous nos process. Je vais donner un exemple, j'en ai 50 à te donner, mais qui est très profond. C'est qu'on a un logiciel qui est assez complexe à paramétrer. Pour toutes les raisons que je viens de te dire, on est un peu comme un ERP. Paramétrer InnovOrder, ça peut prendre 1 semaine, c'est long, c'est compliqué. Dès que tu veux faire un changement, c'est quand même un peu complexe. On a un chatbot aujourd'hui à qui tu peux dire exactement ce que tu veux et automatiquement, ça va mettre à jour le paramétrage de la solution. C'est unique sur le marché. Personne ne sait faire ça. Je ne dis pas que d'autres n'arriveront pas à le faire plus tard, mais on est les premiers à le faire. C'est des gains de productivité colossaux pour les équipes et donc de coûts et donc de valeur pour nos clients finaux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrême. Donc on a énormément automatisé nos processus internes. Et le troisième axe, c'est l'intégration de l'IA dans notre produit. J'ai donné un exemple sur ce qu'on a fait en 2021. Et maintenant, on est en train de développer ce qu'on appelle le produit Atlas, qui est une flotte d'agents IA qui automatise pas mal d'actions qu'autrefois nos clients restaurateurs faisaient manuellement, qui aujourd'hui sont faits automatiquement via des agents IA. On est au début de cette partie-là, mais ça grossit extrêmement vite. Super clair, merci beaucoup. On passe à ta vision, si tu veux bien, Jérôme. Qu'est-ce que comment tu vois le marché, je sais pas, d'ici 3-4 ans, vers quoi il va tendre? Tu l'as bien fait évoluer, t'équipes en plus des boîtes qui sont concurrentes entre elles. Donc tu fais vraiment, t'as fait élever le niveau de jeu. Comme tu dirais, c'est quoi les tendances à venir, sachant qu'ils ont été bien chahutés post-Covid, et des habitudes parfois qu'on la vie dure, c'est-à-dire que on va moins au boulot, on mange plus souvent chez soi, même en allant au bureau,
on vient avec sa fameuse gamelle. Donc et comme maintenant les bureaux sont sympas, bah, on a des cantines équipées, des frigos, des micro-ondes, etc. Ça fait moins de gens chez tes clients. Ouais. Alors, contrairement aux idées reçues, le marché de la restauration grandit chaque année en France. Par contre, parce qu'il y a un mais, il y a deux problèmes. C'est qu'il y a une concurrence très largement accrue. Il y a de plus en plus de restaurants. On le voit, hein, il suffit juste d'aller dans ta rue et tu verras qu'il y a plus de restaurants aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a de plus en plus d'offres alternatives aux restaurants. Par exemple, exemple typique, les boulangeries qui avant de vendre une baguette de pain le matin, maintenant elles te vendent une formule midi le midi, ou ton supermarché du coin qui va te vendre une formule déjeuner aussi, moins cher, etc. Si ça se trouve, c'est 30-40% maintenant, voire 50% de leur chiffre d'affaires. Ah voilà, exactement. Ça vient Il y a quand même une cannibaliser, tranche de pain quelque part, mais enfin une tranche de pain, un bout de pain, mais c'est quand même pas leur métier à la base, quoi. Exactement. Ouais. Et ils réinventent leur métier pour aller chercher ça. Donc, plus gros marché, mais beaucoup plus de concurrence et une pression très forte sur les coûts et les prix dans un contexte concurrentiel d'un côté et d'inflation, de pénurie de personnel de l'autre et des problèmes de recrutement. Donc ça, c'est le contexte de la restauration. Donc, il y a toujours un marché. Les tendances qu'on voit, la première, en fait, c'est en lien avec ces tendances et avec ces lames de fond, c'est toujours plus d'efficacité opérationnelle. Un restaurateur peut de moins en moins laisser au hasard sa manière de gérer ses équipes, son planning de personnel, ses achats, ses fournisseurs, ses ventes. C'est plus possible en fait, et c'est déjà plus possible par rapport à il y a 10 ans. Et dans les années qui viennent, ça ne va que s'accentuer, et c'est pour ça qu'on va sur cet outil Atlas de créer des agents autonomes qui vont automatiser tout un tas de tâches opérationnelles, le reporting, la comptabilité, les achats, les plannings, etc., qui vont permettre d'automatiser ces tâches-là dans le but en fait de les rendre plus faciles, moins chères à faire, pour permettre tout simplement aux restaurateurs de survivre parce qu'ils n'auront pas des moyens illimités. Donc le premier axe, c'est l'automatisation très forte de toutes les tâches automatisables et qui ne sont pas de la relation client ou de la cuisine, qui sont les deux points forts du métier de restaurateur. Le deuxième axe important, c'est la personnalisation des canaux de vente et de l'expérience en point de vente. Toi, quand tu vas dans un restaurant, tu es content d'avoir une borne, un QR code. De plus en plus, tu voudras que le menu s'adapte à toi, si tu es habitué, qu'on te fasse des offres personnalisées. On sait que toi, quand tu viens, tu aimes manger ça, qu'on te le propose directement, que tu sois reconnu, d'avoir des offres personnalisées. Toute cette personnalisation de l'expérience en point de vente, elle est importante dans un contexte de concurrence et de ce qu'on attend des clients. Et ça aussi, il y a un rôle qui est clé à jouer dans la personnalisation de l'interface et de l'expérience. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux axes qui vont driver notre roadmap et la valeur qu'on peut apporter aux restaurateurs. Donc ton client restaurateur, cantine, etc., augmenter encore son niveau de jeu parce que lui-même a une concurrence de Maboule sur des acteurs récents qu'on n'avait pas vu venir ou qui intensifient leur offre. Et de l'autre, tu dis effectivement, personnalisé parce qu'à l'heure de l'IA, on sait que c'est fastoche, quoi. Enfin, c'est fastoche. C'est beaucoup plus simple de dire Jérôme, il aime son steak saignant. C'est pas c'est frites, mais c'est aussi un peu de salade à côté parce qu'il il veut se maintenir en forme et se donner peut-être un peu aussi bonne conscience et que pas besoin de lui demander, quoi. Il est déjà venu il y a 15 jours. Enfin, on valide que c'est comme d'habitude, mais voilà, quoi. C'est l'attente des clients. Je pense que tu as déjà vu autour de toi des gens qui arrivent au restaurant, qui prennent en photo la carte avec leur chat GPT et dis-moi quoi manger. Tout ça peut être intégré directement en disant voilà, tu sais que tu es habitué du restaurant, tes objectifs c'est de prendre du muscle pour faire du sport ou que sais-je, et automatiquement ça va te le proposer. Ça, c'est des choses qui peuvent relativement simplement s'intégrer dans l'expérience et qui créent beaucoup de valeur. C'est le monde tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas les attentes que les clients ont de plus en plus dans les restaurants. 95% de ton business, je le disais en intro, tu le fais en France, mais tu vas mettre un pied ou tu as déjà mis un pied en Espagne, en Italie, au Maroc. C'est quoi? C'est tes clients qui t'emmènent là-bas ou non? C'est des nouveaux, c'est du new business là? C'est nos clients qui nous amènent. En fait, on a un métier qui est dur à internationaliser. D'ailleurs, un info intéressant sur notre marché, c'est qu'il n'y a pas de leader européen. Nous, on est aujourd'hui leader en France sur notre segment de marché. On est le plus gros, celui qui grandit le plus vite. Mais il n'y a pas d'acteurs européens. Il y a des champions aussi locaux parfois dans d'autres pays européens, mais personne n'a réussi à franchir la frontière parce qu'il y a des enjeux produits très forts. Il faut gérer la comptabilité des normes fiscales, pas mal de choses complexes, et des opérations, parce que nous, on opère quand même des restaurants, enfin des logiciels dans des restaurants, c'est physique, il faut envoyer du matériel, il faut gérer tout ça, donc c'est relativement complexe. On est en train de casser cette complexité, donc c'est des gros projets de transformation qu'on est en train de casser pour justement rendre cette complexité simple et pour suivre nos clients, parce que tous nos clients, en fait, la plupart sont à l'international et leur problématique, c'est de dire ok, ce qu'on fait en France, c'est super, mais j'ai tout un tas de restos qui sont pas en France et moi, j'aimerais bien harmoniser l'ensemble de mon parc. Et donc, c'est ce qu'on est en train de commencer à faire. Et donc, en fait, on n'est pas en train de se dire on veut attaquer tel ou tel pays. C'est pas notre vision. Notre vision, c'est de dire on veut rendre notre solution compatible dans n'importe quel pays. Donc, si un client nous dit moi, j'ai des points de vente aux États-Unis, en Espagne, au Cambodge,
Cambodge et au Brésil, de dire ok, on t'accompagne. Plutôt que de dire on veut ouvrir absolument l'Espagne ou l'Italie, donc c'est la logique. Ça, c'est possible aujourd'hui ou pas encore? Alors ça devient possible en Europe. Là aujourd'hui on est compatible en Europe. Le Maroc c'est un pays qu'on a fait aussi récemment parce que il y a beaucoup de restaurants, d'entreprises françaises qui grandissent au Maroc, donc c'était une demande forte de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on est sorti. Alors c'est d'autres contraintes de sortir de l'Union européenne, mais on l'a fait à ce moment-là. Exemple, t'accompagnes qui là? Là on est en train d'accompagner Begelstein au Maroc, Ok. par exemple. Bah, sachant que le Maroc a cette spécificité, c'est il est tourné un peu vers l'Afrique subsaharienne, mais beaucoup vers l'Europe. Et du coup, ils sont souvent plugués aussi, ils suivent nos normes, même informatiques, tu vois, GDPR, etc., RGPD, ils essaient de se mettre tout de suite à l'échelle, comme ça, ils savent que derrière, ils peuvent travailler et exporter avec ces marchés-là, quoi. Tout à Donc, fait. c'est pas simple, mais c'est faisable, quoi. Ouais, ça a d'autres contraintes. Voilà, on lit de droite à gauche sur une borne et pas de gauche à droite. C'est le dirham, il y a des prestataires de paiement différents. Bon, il y a des logiques différentes, mais on l'adapte pour ça. Et donc, voilà, l'objectif, c'est que là, on est en train de finaliser, enfin, on a quasiment finalisé l'Europe, le Maroc, mais à moyen terme, c'est d'être capable d'opérer n'importe quel pays. Bon, hyper clair. Question sur tes clients, encore une fois, là, c'est connu pour... déjà, ils ont connu, on l'a dit, ils ont connu plusieurs crises ces dernières années, mais ils sont aussi souvent, ils connaissent des marges assez faibles. On a coutume de dire que notamment, tu vois, ton coût matière, il ne doit pas être, je crois, plus de 30-35%, sinon tu n'y arriveras jamais, quoi. Donc, sous-entendu, voilà, si tu payes 15 euros, il faut que dans l'assiette, tu aies 4-5 euros grand max de nourriture, j'entends. Toi, comment tu vois les choses? Et deuxième question, est-ce que tu es un coût supplémentaire ou au contraire, ça optimise dans le business? C'est tout l'enjeu, c'est qu'on vend une solution à un retour sur investissement positif. Alors évidemment, on a un prix, donc c'est d'abord un coût, une solution, mais c'est un exemple intéressant que tu disais, un restaurateur par exemple, il doit être sous les 30% de coût matière. Bon, ça dépend du type de restaurant, mais admettons que 30% soit le bon chiffre. Il y a deux options. Admettons qu'il faille être à 30 et on est à 35%. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 50 solutions. Soit on augmente les prix, mais le contexte est très tendu, donc c'est très risqué de faire fuir les clients. Donc la propension, la sensibilité prix, elle n'est pas évidente. Le deuxième point, c'est de réduire la qualité. À mon avis, très très mauvaise idée à moyen terme parce qu'on va faire fuir les clients et dans un contexte de concurrence, c'est pas possible. Troisième option, c'est aller là où on perd des points de marge. Et où est-ce qu'un restaurateur perd des points de marge? C'est parce qu'il achète mal, pas au bon prix, qu'il y a du gaspillage parce que c'est pas grammé, ou il conserve pas de la bonne manière, ou parce qu'il y a du vol. Et donc, c'est plutôt là qu'il faut aller chercher. Et c'est là que les outils digitaux, et notamment l'IA qui arrive, peut contribuer à aller chercher ces points de marge. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher, d'aider les restaurateurs dans cette direction-là. Réduction de la quantité? Non, tu cites pas ça quand même. C'est vrai que quand je dis dégrader la qualité, soit en qualité gustative, soit en quantité, mais c'est un pari qui peut être très risqué. Ok, très clair. Ton business model, justement, c'est quoi? Alors, parlons-en. Tu factures comment? C'est du SaaS? Je paye par abonnement? Je paye à l'usage? C'est quoi le système? Ouais, c'est un peu des deux. C'est principalement du SaaS, donc on paye un abonnement. C'est par restaurant, par module. Donc, nous, on a tout un tas de modules différents, la caisse, la borne. Donc, chaque module a son prix et les points de vente et par point de vente. Donc, en moyenne, c'est quoi le panier moyen? On essaie d'approcher, disons que ça dépend vraiment de la taille de restaurant, donc je vais quand même donner une fourchette. Ouais. On va être entre 5 et 10 000 euros par an par restaurant. Ok. Donc c'est une fourchette assez large, mais c'est une belle somme. Okay. Ça peut être beaucoup plus. Plusieurs centaines par mois. Euros par mois. Ouais. Un peu plus, ouais. Ok, ça marche. Ouais, ça marche. Et après, on a aussi donc ça, c'est l'abonnement. Et après, on a une solution de paiement qu'on fournit au restaurateur. Et là, le modèle, c'est plutôt un fee sur chacune des transactions, un peu classique modèle. Une petite commission à 0,2, 0,5. Voilà, exactement. Ok, très clair. Bon, on va passer à nos questions rituelles de fin. Avant cela, peut-être marrant de voir, en fait, on l'a cité tout à l'heure, vous êtes 3 et toujours là 12 ans après. Il y a forcément eu des moments où voilà, vous auriez pu vendre, pivoter, abandonner, quitter le navire, les 3 ou un seul, ou 2 sur 3. Je l'ai vu 50 fois avant toi sur ce podcast et ailleurs. Comment t'expliques que vous soyez toujours là et que voilà, la mayonnaise a pris, alors que oui, ça, vous vous connaissiez, tu vois, mais bon, vous êtes sûrement découvert après coup. Ouais. Je pense qu'on a un bon équilibre, on s'entend bien et on a tous les 3, je pense, toujours mis le projet d'entreprise au-dessus de nos histoires personnelles, nos égos personnels. Donc je pense qu'on a ce point commun de croire énormément dans InnovOrder. On est tous les 3 convaincus qu'on va créer un champion européen, un champion mondial. C'est pas une belle histoire, ça, parce que l'ego des entrepreneurs, il est souvent très fort. Et c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Voilà,
tu vois, on a mis le projet collectif avant tout, mais bon, on n'est pas chinois. Et donc, enfin, sans offense, quoi. Et donc, tu vois, très souvent, ça, c'est le discours ouais, qu'on donne. Mais s'il y avait eu un. Est-ce que c'est pas justement parce que ça s'est bien passé, peut-être? Ou non, parfois, peut-être qu'il y a eu des tensions et vous avez réussi pour le projet collectif à les remettre sous la marmite, enfin, Il n'y a à jamais eu les de étouffer. tension entre nous. Ah, Après, des donc voilà. tensions, Donc, c'est bien passé alors. c'est bien passé, mais Ouais. je pense, enfin, cette réponse est sincère de mon côté, en tout cas, c'est parce que on n'a jamais eu de point de friction et on a eu des énormes crises dans l'entreprise, forcément en 12 ans, tu peux imaginer, pas entre nous, je parle, mais de Ouais, business, de bien trésorerie, de sûr. choses comme ça. Et il n'y a jamais eu le moindre désalignement parce qu'on a toujours raisonné quel est l'intérêt de l'entreprise. Et si on arrive à préserver l'intérêt de l'entreprise et à développer l'entreprise, ça se passera bien pour nous. Et c'est là-dessus qu'on a eu cette intelligence. Et moi, j'en suis convaincu, en fait. C'est que si on a une entreprise qui marche, qui se développe et qui grandit et qui est saine, nous, fondateurs, on sera récompensés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors que si on commence à se dire, moi, je vais défendre mon précaré, mes intérêts, ou mon truc politique, ou ma rémunération, ou que sais-je, c'est le début des problèmes. Et bien oui, mais c'est souvent ce qui se passe, t'es d'accord? Regarde, t'as fait HEC, t'as des potes qui ont fait d'autres écoles ou pas d'école, ou d'autres parcours. Tu connais des dizaines d'entrepreneurs, des centaines d'entrepreneurs. T'en as vu combien, là, dont l'association n'a pas tenu au bout de quelques années? Ah bah, malheureusement, je comprends qu'on est une Et c'est une, minorité. c'est une légion, ouais, t'es d'accord? Mais moi, tu me demandais pourquoi ça se passe bien chez nous. Et donc, c'est pour ça. Mais effectivement, après, il y a 1000 raisons pour lesquelles une association peut mal se passer. Nous, la mayonnaise a pris. Après, il y a peut-être aussi un facteur chance là-dedans. Mais en tout cas, je pense que voilà, on est Oui, très je pense qu'il rigoureux. y a un peu de tout, il y a de la chance aussi, mais il y a, On il est y a très tout le reste. rigoureux là-dessus. Ouais, bien sûr. Bravo en tout cas. Et pourvu que ça dure, je croise les doigts. Ouais. Meilleur souvenir dans l'aventure InnoVorder, Jérôme, tu dirais que c'est quoi? Oh, je pense que le meilleur souvenir, c'est le premier client. En plus, je t'ai raconté un peu l'histoire. On a eu l'idée en 2012. Au début, voilà, on a pas mal pivoté des idées. Un jour, on est à un salon. Pareil, on a 4 mètres carrés, un stand gratuit quelque part. On avait fait venir des copains à nous qui travaillaient pas du tout chez InnoVorder pour faire croire qu'on était plus que 3 dans la société. Et là, on a quelqu'un qui vient de nous voir qui dit j'ouvre un bar à pâtes dans 4 mois. Et moi, je veux pas un humain qui prend des commandes. Je veux des tablettes partout. Voilà, ça n'existait nulle part. On lui a dit, mais évidemment, c'est ce qu'on fait. On a plein de références clients et tout ça. Le produit n'existait pas. Il ouvrait 4 mois plus tard. Pendant 4 mois, on s'est mis en tête à fond, développer le truc. Jour de l'ouverture, on l'installe. Bar à pâtes dans le 8e arrondissement, rue du Colisée. D'un coup, 300 personnes qui arrivent pour déjeuner le midi. Évidemment, ça ne s'invente pas. Rien ne marche. Donc les gens commandaient, ça c'est vrai à 100%. Les gens commandaient sur les bornes. Il y avait 6 bornes. Et ça devait s'imprimer en cuisine. Mais ça s'imprimait pas en cuisine. Et donc en fait, avec mon associé et une autre personne qu'on avait fait venir, les gens tapaient sur la borne. Nous, on notait sur un papier ce qui tapait sur la borne. Et on allait ensuite l'envoyer en cuisine nous-mêmes. À l'époque, ils payaient en caisse, pas sur la borne. Et on allait nous-mêmes en fait envoyer ça pour que ça se voit le moins possible. Et donc voilà, c'est les meilleurs souvenirs, que c'est le premier client, c'est les premières galères. Et c'est ça qui nous a donné envie derrière de rien lâcher, d'améliorer le produit. Donc ça reste des souvenirs. Bon, le pire. Bah, le pire, en fait, c'est que je pense que moi, en tout cas, une des valeurs très importantes pour moi, pour on me demande pour être entrepris ou autre, c'est la liberté. C'est souvent une valeur qu'on trouve chez les entrepreneurs. Et en fait, quand tu lèves des fonds et que tu n'es pas rentable et que tu dépends d'investisseurs, et ben en fait, tu sacrifies cette liberté. Et parfois, tu t'en rends pas compte parce que tant que tout va bien, tout va bien. Et on s'est retrouvé un moment en 2023 dans des situations où il fallait devenir rentable, on n'avait plus d'argent, on avait une term sheet signée d'un fonds pour mettre l'argent qu'il fallait pour être bien. Il a fait les due deals, il a tout fait. Et la veille du closing, pareil, ça s'invente pas. Il m'envoie un mail pour me dire peut-on se parler fin d'après-midi, donc je le sens pas trop. Et il me dit bah désolé, en fait, on annule tout. Et je comprends pas, tout est signé. Je me fais ouais, mais c'est comme ça. Bon, ok. Enfin, tu peux rien faire. Il invente une raison quelconque. Et là, tu te sens un peu seul parce que il te reste pas beaucoup de trésorerie, quelques semaines de trésorerie devant toi. Tu as investi 6 mois de ton temps dans cette opération avec le fonds et tu te rends compte qu'en fait, bah, tu t'as plus aucune liberté et tes pieds et poings liés auprès de gens et tu dépends de leur sort et de leurs décisions d'un comité d'investissement que tu connais même pas parce que toi tu parles qu'à une personne. Et je pense que ça a été fondateur dans mon histoire entrepreneuriale parce que depuis ce jour-là, donc c'était en 2023, je me suis dit plus jamais ça en fait et je veux toujours être maître de mon destin parce que dès que tu es maître de ton destin, tu perds ta liberté et tu perds ta raison d'être d'entrepreneur et c'est des rares moments où tu te dis mais est-ce qu'en fait je devrais pas tout arrêter parce que j'ai plus ma raison d'être. Ton regard sur les investisseurs a changé ou pas là? J'ai pas changé mon regard sur les investisseurs. J'ai changé comment moi, enfin, la manière dont je pense qu'il faut appréhender des investisseurs. Un investisseur, il est là pour gérer souvent l'argent des autres. Hein. À moins d'être un business angel, c'est pas son argent. Et ce qu'on lui demande, c'est de pas prendre trop de risques et de faire en sorte que ce qu'il investit, il ait un multiple. Et ça s'arrête là. Et on est une ligne parmi d'autres. Et ça,
tout le monde le sait à peu près, tout le monde l'a à peu près appris à l'école, mais tant que tu l'as pas vécu, c'est très 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 différent. Et une fois que tu l'as vécu, bah, je pense que maintenant je mets à la bonne place ce qu'est un investisseur. Ça veut pas dire que c'est pas des gens bien, c'est pas du tout ça, mais c'est juste être à la bonne place entre l'entrepreneur et l'investisseur. C'est deux rôles et deux fonctions différents, des intérêts différents qui peuvent tout à fait se concilier. Il y a aucun problème là-dessus, mais je pense que chacun doit être conscient de son rôle. Bah, cite tes investisseurs entrants, là, on l'a pas dit là. Bah, alors justement, et donc je pense que ça va faire écho au choix de mes investisseurs entrants, c'est que le deal, on l'a fait avec UL Invest. UL Invest, c'est un family office, et c'est justement le family office de Laurent Uzel-Danger, qui est un entrepreneur de la French Tech, qui a vendu sa boîte il y a une dizaine d'années, Ulink, pour une grosse somme d'argent, et c'est son argent. Après, il a syndiqué quelques co-investisseurs, mais voilà. Et là, en fait, j'ai en face de moi un entrepreneur dont c'est l'argent. Il n'y a pas un obscur comité d'investissement que je ne connais pas. Et donc, en fait, c'est pas un hasard si j'ai choisi ce fonds avec Evolem, qui est aussi un family office. C'est que c'est une vision long terme, des valeurs partagées et la connaissance de ce qu'est un entrepreneur, puisqu'il a été à cette place-là à un moment. Donc, il sait comment réfléchir un entrepreneur. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix et qu'on s'est bien trouvé, je pense. Et Volet, moi, super family office aussi, Ouais. basé à Lyon, la famille à l'origine d'April, hein, c'est Tout ça? à fait. Super, allez, on a terminé, ça clignote rouge, un homme, une femme qui doit venir sur Tech 45 après le fondateur d'Innovorder, ce serait qui? Bah, c'est une bonne question et il y a quelqu'un qui m'a accompagné tout au long de ce parcours, qui est un de mes anciens investisseurs, qui est Mathias Monribaud. Et Mathias Monribaud, il a fait quelque chose que je trouve assez extraordinaire. Il a fondé un incubateur qui s'appelle Petit Pousset il y a 25 ans. En fait, lui, il a créé sa startup en 2000 quand il était étudiant. Et il s'est pris toutes les galères possibles d'un étudiant et il s'est mis en tête de ok, moi j'ai pas réussi, enfin j'ai pas réussi, il a réussi, mais j'ai pas pu faire comme je voulais. Et donc je vais créer un écosystème pour accompagner tous les étudiants entrepreneurs. Il a créé ça il y a 25 ans, à l'époque où ça n'existait pas. Et moi je l'ai rencontré en 2015. Tout l'écosystème et tout son accompagnement, c'est ce qui m'a donné confiance, ça m'a inspiré, ça m'a fait tenir dans les moments durs, ça a été un soutien sans faille ces 12 dernières années. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur l'écosystème, qui a vu beaucoup, beaucoup de choses et qui était très inspirant pour moi. Et donc, voilà, c'est quelqu'un que je recommande. C'est noté, merci beaucoup Jérôme. Et ben, longue vie à Innovorder alors. Hein. Innovorder, ça s'écrit I2NOVORDER, hein, pour ceux qui t'écoutent sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Merci à toi. Merci.